Bonsoir à tous et merci d'être au grand rendez-vous de BB24. C'est parti pour la scène 3 de cette semaine-ci. On aura 90 minutes pour parler de la maladie de la dengue, de la montée du prix de la tomate sur le marché béninois, du changement personnel et pourquoi pas de la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Le journal, c'est à 19h45. Mais avant tout ça, mesdames et messieurs, la météo. Vous avez donc compris que c'est Boricon qui est donc à l'honneur aujourd'hui à travers la carte postale sur la météo. Oui, Boricon, pour dire au marché du mouton, des cabris et tout. Bon, voilà, c'est pas Boricon, bon, c'est beaucoup plus francisé. Allez, revenons bien sûr à nos moutons pour commencer déjà par annoncer les différents sujets abordés aujourd'hui sur les plateaux du grand rendez-vous. Une autre maladie issue de la piqûre de moustique, la maladie de la dengue qui sévit donc au Bénin. Le ministère de la Santé a déjà donc sonné l'alerte à travers un communiqué radiodiffusé, ce qui suscite d'ailleurs même notre interrogation sur nature et bien-être ce soir. C'est quoi en fait la maladie de la dengue, chers téléspectateurs? Réponse tout à l'heure d'un épidémiologiste des maladies tropicales. Ce sera sur la rubrique Nature et bien-être. Autre fait d'actualité au Bénin, cela concerne le panier de la ménagère particulièrement lié à la montée du prix de la tomate. Le prix de ce légume fruit a augmenté de façon inhabituelle sur nos marchés selon les acteurs bien sûr. Comment expliquer cette pénurie? Et réponse d'un producteur agricole tout à l'heure sur Monde agricole, naturellement. Et nous aurons notre séance coaching des mercredis soirs. Ce soir, c'est le coach Marcel Font qui va nous entretenir sur 2 clés pour réussir un changement personnel. Oui, un changement personnel, 2 clés. Il s'agit bien sûr de la volonté et de la discipline. On aura le temps de, bien sûr, les cerner tout à l'heure sur la rubrique Espère. Aujourd'hui, 12 juin, journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Autant savoir nous amène visiter, sinon scruter un peu l'objectif de 2025 qui est donc de stopper le travail des enfants, tout simplement, d'ici 2025 dans le monde. Mais voilà ce que nous allons essayer, bien sûr, de vous présenter à travers les 4 plateaux de ce grand rendez-vous. N'oubliez surtout pas le journal qui viendra à 19h45 avec Ulvaeus Balogun ce soir. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Assim Gaba. C'est un plaisir de vous retrouver sur le grand rendez-vous à travers le 19h45. Il y a quoi au menu de ce soir?
Eh bien, vous le savez certainement déjà, Assom Gaba, les épreuves écrites du certificat d'études primaires ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Si le lancement officiel a eu lieu à Materi, eh bien ici à Cotonou, nous avons fait le constat du démarrage au centre de composition de Kadiaoum. Et pour que les candidats composent dans de bonnes conditions, il leur faut une alimentation saine et équilibrée. C'est le combat de l'Organisation des Nations Unies qui demande à chaque État de mettre en place un arsenal pour assurer la sécurité sanitaire des aliments, je voulais dire. Comment donc reconnaître les produits réglementés et contrôlés destinés à la consommation? On en sera un peu plus dans ce journal. Enfin, pour lutter contre les changements climatiques, il est important que chaque individu, notamment dans les zones rurales, adopte de bons comportements qui préservent l'environnement. C'est du moins la suggestion faite par Bio Oru Niki à travers sa thèse de soutenance. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Sujet très intéressant, Ulvaeus Balogun. À suivre donc, chers téléspectateurs, à 19h45, dans moins de 40 minutes, oui. Et nous allons passer donc ces environ 40 minutes là à vous présenter les différents plateaux de ce grand rendez-vous. Et nous allons commencer par Monde agricole. Monde agricole ce soir, ça parle de la cherté du prix de la tomate au Bénin. Oui, ça a monté, grimpé. Apparemment, l'offre est inférieure, l'offre est inférieure à la demande et donc la tomate est vendue en moyenne 3 fruits à 200 francs sur le marché. Alors, les bonnes dames crient carrément sur ce marché. On va essayer de s'expliquer en réalité cette situation tout à l'heure avec l'invité du Monde agricole. Suivons d'abord le constat fait par Estelle Pazou à travers ce reportage. Je viens de vendre à ce client 25 kg de tomates à 62 500 francs. Elles sont toutes belles, mais tout le monde ne peut plus s'en acheter. Produit de consommation de base des Béninois, la tomate est par ces temps hors de prix. Avant, on achetait le kilo de tomates à 500 francs ou 1000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est à 2500 francs. J'en ai cherché partout. Et sur la commande de 40 kilos que je dois livrer, je n'ai pu en avoir que la moitié. La tomate est non seulement chère, mais elle se fait rare. Devant le fait, certains clients rebroussent chemin. Ce n'est pas de notre faute, s'exclament les vendeuses, tant les difficultés d'approvisionnement sont énormes. Il faut faire le pied de grue pour s'approvisionner, s'inscrire sur une liste et parfois même dormir au marché d'Antokwa. Actuellement, le panier est à 95 000 francs CFA sans compter le transport et les frais d'inscription. Au prix de tout cela, les clients nous accusent de vouloir faire un trop grand bénéfice. C'est une situation bien justifiée. Actuellement, la tomate présente sur le marché béninois vient du Burkina Faso. De 2 000 francs, le panier de 20 à 25 kg est passé à 25 000 francs CFA. Mais comment un pays fortement menacé par l'avancée du désert peut fournir de la tomate à un pays côtier? Et même les vendeuses se posent cette question. Comment se fait-il que le Burkina, un pays sahélien, nous approvisionne en tomates alors qu'au Bénin, toutes les conditions sont réunies pour en produire suffisamment? Si on peut arriver à s'inspirer de leur expérience pour ne plus souffrir de la pénurie de tomates, on serait soulagé. L'alternative serait donc la culture hors saison qui reste le fétiche des paysans béninois. Allez, merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour ce constat. On revient à plateau avec M. Robert Deguénon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi... C'est un honneur pour moi aussi. Ah oui, c'est vrai, je le sais. Vous avez suivi tout à l'heure Estelle Pazou dans son constat, son enquête sur au marché d'Antokwa. Votre avis par rapport à ce qui se passe sur le marché avec la tomate? Oui, merci. Bon, la pénurie de tomates sur nos marchés, c'est un phénomène cyclique. On devait s'y attendre. C'est un phénomène qui revient chaque année et à la même période.
Donc, cela est dû au fait que les paysans n'arrivent pas à produire la tomate pour satisfaire la demande en cette période. Pourquoi? Oui, mais dites-nous, vous dites que c'est un phénomène cyclique et c'est la période exactement. Oui. Pendant qu'il pleut, on constate qu'il n'y a pas, qu'il y a pénurie de tomates, alors que la tomate aime la période où il fait frais quand même. C'est un paradoxe. On n'arrive pas à Vous avez comprendre. parlé de la pluie. La pluie amène l'eau, l'humidité. Oui. Mais la tomate n'aime pas beaucoup d'humidité. Le phénomène, c'est un phénomène climatique. Je veux parler plus spécifiquement de la température. De la température. Et cette température, quand cela dépasse un seuil, la tomate ne peut plus produire. Donc, je vais plus en profondeur en vous disant, n'est-ce pas, que la tomate, pour que la tomate produise bien, il faudrait nécessairement que l'amplitude thermique de la zone de production soit au moins 10 degrés. Amplitude journalière, je veux dire, thermique. Je serai un peu technique dans mon propos ce soir parce que je suis obligé. Parce que l'amplitude thermique, c'est quoi? C'est la différence entre la plus grande température de la journée Oui. et la plus petite température de la nuit. De la nuit. Donc, si cette amplitude thermique n'est pas assez grande et que les températures aussi, la température de la journée dépasse un seuil et que les nuits ne sont pas fraîches, vous n'aurez pas de la tomate. Vous pouvez planter la tomate, vous aurez des plants de la tomate, des feuilles de la tomate, mais pas des fruits de tomate. Et donc, c'est parce qu'il y a donc pénurie de la tomate que les producteurs n'arrivent donc pas à satisfaire la demande sur le marché C'est le local. contraire. C'est parce que les paysans n'arrivent pas à produire, Oui, qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande du La marché demande. et qu'il y a pénurie. et qu'il y a pénurie. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que en ces temps, nous sommes maintenant, il fait chaud. Quand il fait chaud, parce que quand on Il parle fait chaud actuellement? Non, attendez. Il fait chaud parce que depuis, vous savez, le pic thermique dans notre région ici, thermique dans l'année, ça se trouve, n'est-ce pas, au mois d'avril. C'est le mois d'avril qui est le mois le plus chaud de notre région. Donc, dans ces conditions, la tomate ne peut rien donner. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène physiologique de la tomate, spécifiquement la tomate, où quand les nuits ne sont pas fraîches et que l'amplitude thermique n'atteint pas un certain seuil, n'est-ce pas, vous n'aurez pas des fruits de tomates, vous allez avoir des fleurs de tomates qui ne pourront pas donner des fruits de tomates. Parce que les hydrates, c'est-à-dire, il y a un phénomène qu'on appelle photosynthèse dans la journée, où les feuilles fabriquent des éléments nutritifs pour les organes de la plante. Donc, chez la tomate, il faudrait que les nuits soient fraîches pour que ces hydrates de carbone fabriqués dans les feuilles puissent transiter vers les organes, en l'occurrence la fleur, pour que cela devienne un fruit. Si cela n'est pas comme ça, si les conditions thermiques dont je viens de parler ne sont pas réunies, on va avoir des fleurs, mais pas des fruits. On parle de phénomène de coulure des fleurs de tomates. Ah, donc, si je comprends bien, c'est la nuit. Il faut que les nuits soient fraîches pour que ça favorise la production de la tomate. Alors, ça va durer pendant combien de temps, cette période de pénurie que nous constatons sur le marché? Vous allez constater vous-même. Vous savez, n'est-ce pas, ces conditions que je viens de citer ne sont réunies que pratiquement à cheval entre le mois d'août. Le mois d'août, c'est un mois où il fait frais la nuit. Et dans la journée, il fait légèrement chaud. Donc, on est pratiquement dans les exigences thermiques de la tomate. Et vous allez voir, quand ces conditions sont réunies, il y aura beaucoup de noisons, beaucoup de fruits formés, n'est-ce pas, de tomates au mois d'août. Et ce n'est pas une prophétie. Vous allez voir, au mois de septembre, il y aura beaucoup de tomates sur nos marchés. Donc, c'est comme ça se passe. Alors, c'est bien expliqué. Vous avez parlé d'une variation de température. Il faut que la nuit, il fasse frais et que dans la journée aussi, qu'il ne fasse pas trop chaud non plus. Mais comment expliquer? Vous avez suivi tout à l'heure Estelle Pazou dans son élément témoin, elle disait que dans les pays sahéliens, là où il fait excessivement chaud,
les gens arrivent à produire de la tomate. Vous avez suivi également les vendeuses, les revendeuses de tomates qui nous ont dit également que les tomates qui sont actuellement sur le marché béninois viennent du Burkina Faso. Et pourtant, nous sommes un pays côtier. Il pleut ici, il fait moins chaud ici qu'au Burkina. Oui, c'est une expression que j'ai souvent entendue. Ce n'est pas seulement Estelle Poiseau, les bonnes dames. Tout le monde, même les ingénieurs agronomes, le disent. Donc c'est normal? Non, pas du tout. C'est une, je ne dirais pas ignorance, mais c'est une injure. Excusez-moi le terme, une injure, n'est-ce pas, à nos braves paysans qui s'échinent beaucoup. On se dit qu'ils ne travaillent pas beaucoup pour nous sortir de la tomate. Comme je le disais tantôt, c'est un phénomène climatique et parle de la température. Donc le climat dans ces pays favorise la production de la tomate? On n'a pas les mêmes climats. D'accord. On n'a pas les mêmes climats. Selon ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, en période de leur production, il y a l'harmattan qui fait que la température baisse à partir du mois de novembre. Et c'est chez eux. La nuit, il fait frais. Et dans la journée, il fait relativement chaud. Donc, la tomate est dans sa niche écologique. Donc, ses exigences sur la thermique sont réunies. Donc, ils peuvent produire de la tomate et surtout, ils installent leur culture de tomate à partir du mois de novembre-décembre. Et déjà, dans le mois de janvier, vous constatez que leur tomate nous vient. Mais à partir d'un moment donné, eux aussi, ils ont ce problème. À partir du mois de février-mars, ils commencent par avoir des températures élevées la nuit. Donc, vous allez constater que leur tomate va disparaître progressivement de notre marché. Eux aussi, ils n'en auront pas sur leur marché. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, ce n'est pas une question du travail des paysans qui ne sait pas travailler, c'est la température. Vous savez qu'en matière de température, c'est difficile de régler. Donc, je comprends bien. S'il n'y avait pas donc de frontière entre le Bénin et le Burkina, si c'était un même pays, c'est-à-dire à partir de novembre, on allait produire de la tomate peut-être sur ce territoire-là, et que peut-être dans cette période, si on aurait de la tomate dans d'autres pays, c'est là où vous allez. sorte. C'est là où vous allez. Non, effectivement, on peut contourner quand même un peu ces conditions. Nous sommes frontaliers, n'est-ce pas, avec le Burkina Faso. Oui. Donc, nos régions qui sont pas éloignées, n'est-ce pas, du Burkina Faso, on peut utiliser ces régions, n'est-ce pas, pour produire de la tomate. Si on essaie, n'est-ce pas, de maîtriser un peu et la chose là, et les retenues d'eau. On verra bien si peut-être prochainement vous allez revenir sur le plateau, donner pourquoi pas ces astuces-là à nos téléspectateurs. Oui. Comment est-ce qu'il faut conserver de la tomate, des astuces maison bien évidemment, qui ne vont vraiment pas coûter cher et très très pratique aussi pour eux. Oui. Vous leur promettez cela? Pourquoi pas? C'est ma maison ici. Allez. Et donc, nous sommes gâtés, hein, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Robert Deguenon, pour ces explications. On comprend tout simplement que la pénurie de tomates sur notre marché, c'est une question de température, c'est une question de saison. Et donc, à partir d'août, vous pourrez avoir de la tomate, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Et qu'il faut désormais voir du côté donc, des territoires qui sont proches un peu du Burkina pour qu'on puisse bénéficier aussi de cette température, ce climat-là pour produire de la tomate et rendre bien sûr ce produit disponible sur nos marchés. Merci à vous. C'est de vous remercier. À très très bientôt, Monsieur Deguenon. Oui. On continue, chers téléspectateurs, ce grand rendez-vous et nous allons recevoir Niat Bello et son invité. Avec eux, il sera question de voir un peu si c'est possible d'atteindre cet objectif de stopper, bien sûr, la lutte, de stopper, pardon, le travail des enfants d'ici 2025. C'est autant savoir. Nous sommes 12 juin, le monde entier fait un clin d'œil aux enfants, les enfants qui travaillent, ce qui n'est pas normal. En tout cas, c'est la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir stopper cela d'ici 2025. Est-ce possible? On revient pour répondre à la question juste derrière cet élément. Elle constitue l'une des pratiques les plus décriées des institutions de défense des droits humains. Le travail des enfants a de tout temps été considéré comme un abus envers les êtres les plus vulnérables.
Au Bénin, le phénomène connaît une énorme avancée. La moyenne dans la sous-région pour les enfants économiquement occupés, c'est un enfant sur 3. Mais au Bénin, c'est un enfant donc sur 2. Ça se manifeste sous l'angle d'enfants qui se retrouvent dans les marchés. Ça se manifeste sous l'angle de l'enfant qui se retrouve sur les chantiers. Ça se retrouve sous l'angle des enfants qui se retrouvent donc dans les champs. Donc de l'enfant qui ramasse donc les graviers donc au sud-ouest du pays, qui concasse les granites au centre et au nord donc, du pays. L'enfant, il est fait pour aller à l'école, mais on le prive de la scolarisation, on lui demande d'aller travailler. C'est son avenir qu'on compromet comme ça. Au Bénin, en 2008, une enquête a révélé que 34% des enfants sont astreints au travail des enfants. Diverses raisons sont à la base de l'essor actuel du travail des enfants. En tête de liste, la pauvreté et le faible taux d'éducation. Au lieu que les parents prennent en charge les enfants, ce sont plutôt les enfants qui font travail, qui gagnent un salaire et surviennent aux besoins de la famille. Il y a aussi la défaillance du système scolaire. En dehors de cela, c'est que les employeurs recherchent la main-d'œuvre bon marché. Donc les enfants, avec un peu de sous, on peut les recruter. Et aussi dans certains secteurs, tels que le tissage, la filature, avec les doigts fins des enfants, ils préfèrent recruter les enfants. Une situation susceptible d'engendrer d'énormes dégâts, tant au plan individuel que collectif. Le travail des enfants est un travail qui affecte le développement mental, psychologique de l'enfant et qui compromet son éducation et sa santé. Lorsque les enfants travaillent, c'est la nation, n'est-ce pas, qui est en difficulté. Lorsque les enfants travaillent, c'est l'avenir de ces enfants qui est compromis. Lorsque les enfants travaillent, c'est les adultes qui sont au chômage parce que la main-d'œuvre infantile coûte moins cher. C'est extrêmement grave qu'une nation laisse ses enfants exploiter, laisse ses enfants au travail. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, faire travailler les enfants devient un délit lorsqu'il s'agit de tâches dangereuses ou lourdes de conséquences pour l'enfant de moins de 15 ans. On peut citer entre autres la traite des enfants, la servitude pour dette, le sevrage ou encore les enfants dans des conflits armés. Merci à vous, Jennifer Saktivi, pour ce reportage. En plateau, on a M. Gervais Yansounou, qui est un spécialiste de protection droits des enfants. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Aniat Onifade Bello, à qui je dis bonsoir aussi. Assem Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Autant Savoir. Une interrogation aujourd'hui, est-ce possible d'atteindre l'arrêt du travail des enfants d'ici 2025? La question, je la repose à notre invité, Gervais Yansounou. Nous avons la chance, vous êtes quand même un spécialiste en protection du droit des enfants. Dites-nous, est-ce que vous y croyez vraiment qu'on puisse stopper le travail des enfants d'ici 2025? Merci beaucoup. Je vous remercie de vous pencher sur la question du travail des enfants. On a pu apercevoir tout à l'heure dans la vidéo que vous avez réalisée que la situation devient de plus en plus grave. Et c'est dans ce cadre que les acteurs de la lutte au niveau international se fixent des objectifs, parce que pour pouvoir mener des actions, il faut voir à un horizon, il faut se fixer des objectifs et pouvoir organiser des actions. Donc en 2025, la communauté internationale à travers les ODD veut éradiquer le travail des enfants. On y travaille et je ne peux pas, il ne faut pas rester pessimiste. On a des actions, il y a des actions en cours, il y a des sensibilisations en cours, il y a des actions de protection en cours. Et en 2025, on va évaluer, et on va aviser et on verra là où on en sera. D'accord, donc vous n'avez pas voulu le dire tout de go, mais on sent que vous êtes un peu mitigé. On ne va pas vous brusquer non plus, mais dites-nous déjà, dans le cadre de votre travail, des enfants qui travaillent au lieu de vivre pleinement leur enfance, est-ce que vous en connaissez beaucoup? Ouais, j'ai envie de vous retourner la question, mais ici c'est vous qui posez la question. Exactement. Je crois que ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Dans les statistiques de l'OIT, c'est
environ plus de 150 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Oui. Travaillent dans le monde. La directrice générale du travail a dit tout à l'heure qu'en 2008, c'était à 32%. Environ 30%. Mais en 2014, c'est passé à 52%. C'est passé à 52% dans une enquête nationale. C'est vrai qu'en 2017, des dernières enquêtes montrent, mais cette fois-ci, sur une tranche spécifiée, c'est-à-dire de 5 à 14 ans, 26% d'enfants qui travaillent. Et dans ces 26%, la tenez-vous tranquille, ce sont 11% qui sont entre le travail et l'école. Ah, d'accord. Vous voyez, donc ça pose en même temps un problème. Et ça fait entrevoir la solution, la première solution. Et ça me rappelle ce slogan-là de l'OIT, les enfants à l'école et les adultes au travail. Oui. Vous voyez, lorsque les enfants sont entre l'école et le travail, la déscolarisation, le problème de maintien des enfants à l'école se pose. Donc, les enfants qui travaillent, on les trouve dans différents secteurs. Je ne veux pas reprendre ce qui est dit dans le reportage, mais je tiens à vous dire que la formation professionnelle, qui est normalement une solution de récupération des enfants rejetés, entre griffes par le système scolaire, et des enfants qui veulent aussi se professionnaliser, parce qu'il faut dire que la formation professionnelle ne devait pas être une porte ouverte seulement à ceux qui sont rejetés du système scolaire. C'est aussi un domaine... C'est d'abord une question de passion, normalement, de vocation. Un métier. Mais il faut reconnaître que cette formation professionnelle au Bénin, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, contribue à l'exploitation économique des enfants. D'accord. Vous allez voir, ça saute à l'œil dans nos villes, les vulcanisateurs. Excusez-moi, j'attaque un métier, mais les apprentis vulcanisateurs, c'est les plus petits aujourd'hui. Sur les chantiers de maçonnerie, même sur des chantiers dits des institutions, vous allez voir de la main infantile. Donc moi, je pense que déjà là, ça saute à l'œil. Allez dans nos marchés. Allez dans nos marchés, vous allez voir. Dans les ateliers, c'est dit qu'il faut que l'enfant ait 14 ans d'abord avant d'entrer en apprentissage. Justement. Lorsque vous voyez un enfant, vous demandez son âge et il vous dit qu'il a 14 ans. Mais vous le regardez, il n'a pas vous 14 le comparez aux enfants de 14 ans qui sont autour de lui, vous comprenez tout de suite qu'il n'a pas 14 ans. Un enfant de 14 ans qui mange bien, qui est à l'aise chez ses parents. C'est pas la même chose que l'enfant qui est toujours en train de travailler, c'est pas la même chose. Hein. Encore que je crois que l'organisme est différent d'un individu à un autre. Justement, c'est vrai qu'il y a faudrait peut-être avoir son acte de naissance qu'il n'a peut-être pas, justement. Peut-être pas parce que la même enquête dont je viens de parler, c'est plus de 60% d'enfants qui ne sont pas enregistrés aujourd'hui. Donc, c'est des problèmes qui sont liés se posent aussi et qui sont liés. Et je parlais tout à l'heure des enfants qui travaillent, où est-ce qu'on peut les voir aussi? C'est dans les marchés. Oui. C'est dans les marchés. En 2013, un recensement des enfants dans 3 marchés a dénombré plus de 7000 enfants. Oui, dans Tokpa, à Azeke et à Wando, à Porte-Nouveau. Vous voyez avec moi. Et c'est dit aussi qu'il y a aussi un secteur aujourd'hui qui emploie beaucoup de main-d'œuvre. Mais on tente à faire comprendre que ça diminue, mais c'est une autre forme, ça prend une autre forme. C'est les enfants qui travaillent dans les maisons, les aides de maison. Okay. Les aides de maison, vous voyez, un intellectuel comme vous et moi fait un enfant, va chercher un enfant au village et le met au service de cet enfant qui est né. Bon, on va se demander, est-ce que l'autre est un demi-homme, celui qu'on va déscolariser pour amener. Et ça se passe sous les yeux de tout le monde. Ils vous diront même, non, je crois qu'au départ, c'était pas ça, n'est-ce pas, Assioum? Au départ, l'idée était bonne. Les dames aiment ça, hein. Aiment avoir les... Assioum Gaba, je pensais que vous alliez apporter de l'eau à mon moulin. Les dames aiment plutôt les petits-enfants que les adultes. C'est pas toutes les dames. Parce qu'on a peur, parce que... On ne vous fait pas confiance? On se dit que oui, écoutez, on ne fait pas confiance à mon homme. Si je recrute une femme qui est adulte, c'est que... C'est de la tentation à la maison. Je commencer par être tenté. C'est en ignorant les risques. De perversion. Les risques qu'on court par rapport à la loi. Et c'est en ignorant le danger qu'on crée à sa famille et au pays. Le thème de cette année, c'est les enfants... Le seul travail que les enfants ont fait, c'est de travailler leur imagination. Vous voyez, on parle de qualification professionnelle aujourd'hui. On parle de qualification professionnelle, on a besoin des cadres dans notre pays et tout. Lorsqu'on met tous nos enfants au travail, et que nos enfants ne prennent pas le temps de travailler leur intelligence, leur créativité leur imagination, et d'avoir des diplômes, des qualifications pour répondre aux problèmes du pays dans tous les domaines qu'il le faut. Qui le fera demain? C'est là le problème se pose. Vous allez prendre vos cousins au village,
vos cousines très tôt, à bas âge, vous les déscolarisez, vous les amenez pour s'occuper de vos enfants, mais c'est la famille qui en perd, perd les cadres de demain. D'accord. Maintenant, parlons un peu des répercussions sur ces enfants-là. Ces enfants qui travaillent, est-ce que quand on les voit, est-ce qu'il y a des répercussions directes sur leur état, leur développement? Je vais repartir sur la définition du travail des enfants. Le travail des enfants, c'est toute activité qui porte atteinte à la scolarisation de l'enfant, au développement physique et psychologique d'un enfant. Et donc, tout de suite, vous voyez qu'un travail peut avoir des répercussions sur la santé de l'enfant, la santé physique et la santé mentale. Et le travail de l'enfant peut empêcher l'enfant d'aller à l'école, de pouvoir grandir de façon harmonieuse. Et de façon spécifique, lorsque vous mettez un enfant au travail dans des secteurs où il manipule des substances chimiques, par exemple, aller sur les chantiers de maçonnerie, où les enfants sont en train de manipuler du ciment sans protection, et les enfants sont en train d'inhaler le ciment, vous voyez déjà le danger sur la respiration et autres. Alors, déjà, pas que je vous coupe, on a encore très peu de temps, je voudrais qu'on puisse parler de toutes ces solutions-là qui ont été proposées pour éradiquer le travail des enfants. D'ici 2025. Aujourd'hui, les acteurs et les États travaillent de plus en plus à impliquer les communautés, à impliquer les populations à cette lutte-là et à travailler à expliquer le danger au lieu de brandir la loi. Donc aujourd'hui, c'est de sensibiliser d'abord, de prévenir le travail, de protéger les enfants qui sont déjà en situation de travail afin de les retirer et de poursuivre les personnes qui mettent les enfants au travail. D'accord, on a compris, le plus important maintenant, c'est que le message passe et que toute la population se rende compte que dorénavant, on a besoin d'entretenir l'imagination de ces enfants-là, on a besoin de les garder. Donc, à l'école, ce sera tout pour Autant Savoir de ce soir. Merci à vous, M. Yansonou, d'avoir répondu présent à notre rendez-vous sur ce plateau. On espère vous avoir pour un autre plateau à Siom-Gaba. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous, Aniak. Merci également à vous, M. Yansonou. À très, très bientôt. Nous allons à présent apprendre, nous baser sur 2 clés, tout simplement, pour opérer un changement dans notre vie personnelle. Ce sera avec le coach Marcel Effon, c'est l'espère. Ah oui, nous sommes bien évidemment avec le coach Marcel Effon ce soir. C'est la séance coaching tous les mercredis sur le grand rendez-vous. Ce soir, ça parle de changement de vie professionnelle comme mercredi dernier, mais aujourd'hui, la particularité, c'est de nous appesantir sur 2 clés, volonté et discipline. N'est-ce pas, coach Marcel Effon? Bonsoir. Bonsoir Axiom, bonsoir chers téléspectateurs, vous m'avez un peu rouillé, mais je crois que je ferai l'effort de me faire très bien entendre. Alors, la semaine dernière, on avait abordé naturellement la question du changement. La question du changement, on l'a abordé à travers 3 points, à savoir, pour changer, il faut se lancer un défi, il faut prendre un engagement avec soi-même, une parole au départ, comme le dit si bien l'évangile de Saint Jean. Bien sûr. Et on a parlé également de comment est-ce qu'il faut rester connecté à cette volonté de changer en posant des actes dans le quotidien qui vous permettent de réellement parvenir. Et troisièmement, on a abordé naturellement le conditionnement mental dont on a besoin pour rester en alignement avec le changement qu'on désire. Aujourd'hui, on va parler de la discipline dont on a besoin et de la volonté, les 2 choses. Est-ce que ce n'est pas la volonté qui vient au prime abord? Naturellement, c'est ce que les gens m'ont dit après le passage sur la télévision la semaine dernière. Mais je peux vous rassurer, près de 80% des gens qui viennent vers vous parce qu'ils sont fatigués de la vie qu'ils mènent, ils ont une grande volonté. Ils ont une grande volonté et ils disent, maintenant je suis prêt à tout faire pour pouvoir vraiment faire ce que je t'ai promis que je vais faire. Mais il se passe que la même personne, quand tu le revois, il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, je fais tout mais je n'y parviens pas. Ce n'est pas les moyens. Alors, les moyens, c'est facile de dire que c'est le moyen, parce que quelqu'un dirait, c'est parce que je suis né dans un village que je n'ai pas des gros moyens, parce que j'ai des parents pauvres, parce que je suis né malade, parce que mon État n'a pas créé des conditions pour que je prospère, parce que mon patron n'a pas augmenté mon salaire, parce que je ne gagne pas gros. Je ne gagne pas gros, mon partenaire est dû, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Donc, on a beaucoup de boucs émissaires. Si on doit tenir compte des parce que, alors pour changer, personne ne changera. Et la raison, c'est que
pour changer, il faut une discipline. Et la discipline est têtue, je l'ai dit sur ce plateau. Quelqu'un a dit les Béninois sont têtus. Je dis ce ne sont pas les Béninois qui sont têtus, mais c'est le principe de la discipline qui est un principe qui est très têtu, qui est très complexe. Donc, si les gens n'arrivent pas naturellement à réaliser de grandes choses, à opérer les vrais changements qu'ils veulent opérer dans leur vie, ce n'est pas dû à beaucoup de choses, c'est dû rien qu'à la volonté, mais ajouté à la discipline. Lorsque vous avez la volonté et que vous n'avez pas la discipline, vous allez tout le temps rêver comme tout le monde, mais vous allez mourir comme un grand rêveur. Mais si vous avez la discipline et que vous avez la volonté, vous commencez à pousser. Alors, la discipline, c'est quoi? Alors, Marcel Effon. Oui, la discipline, en fait, c'est d'abord de commencer à prendre la responsabilité, à être responsable des engagements qu'on prend envers soi-même. Donc, vous vous lancez un défi, comme on l'a dit la fois passée, vous respectez le processus. C'est-à-dire, vous arrivez donc à vous respecter ce qu'il faut respecter pour pouvoir donc atteindre, sinon relever ce défi-là. Oui, les gens qui sont disciplinés, quand vous les voyez naturellement, la plupart des gens qui ont réussi, quand vous les regardez, vous les observez, ceux qui réussissent à faire beaucoup de choses, à réaliser beaucoup de choses dans leur vie, c'est des gens super disciplinés. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils finissent de prendre l'engagement avec eux-mêmes, ils n'attendent plus rien pour passer à l'action. Mais par contre, les gens qui ont la volonté, mais qui ne sont pas disciplinés, lorsqu'ils finissent de prendre l'engagement, ils attendent que leur environnement soit favorable pour que les gens en face d'eux puissent alors contribuer à ce qu'ils réalisent ce qu'ils doivent réaliser. Or, heureusement ou malheureusement, en nous créant, Dieu a mis en chacun de l'or, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour rendre merveilleuse aussi bien notre vie que le monde autour de nous. Mais sauf que c'est comme si cet or, cette qualité ou cette capacité, cette chose aussi bien est cachée peut-être derrière une pierre qu'on devrait polir. Et pour polir cette pierre, il faut travailler dur. Et travailler dur n'étant pas facile pour le cerveau, l'être dans la recherche permanente, alors du mieux-être préfère rester tel qu'il était et avoir le résultat qu'il désire plutôt que de se discipliner, de s'infliger, parfois même, pourquoi pas, des punitions pour pouvoir aller de l'avant. Donc, la discipline, c'est lorsque vous faites des promesses et que le moment vient, vous décidez de le faire, quoi qu'il vous arrive. Lorsque vous avez décidé, par exemple, d'avoir une parfaite forme et avez décidé de sacrifier 30 minutes tous les matins pour pratiquer du sport avant de quitter votre maison, quand votre réveil vous réveille le matin, il n'y a que vous qui décidez de repousser ce réveil ou de vous réveiller, de vous lever, de vous mettre sur pied au son du réveil. Alors c'est ça qu'on appelle la discipline. Lorsque vous êtes discipliné, que vous avez fait un engagement avec vous le matin avec un planning en sortant de votre maison, alors il y a deux choses. Soit vous courez après les urgences qui sont décrétées par votre téléphone qui a sonné plusieurs fois de la journée, ou vous dites, ok, je m'en fous de ce qui peut m'arriver, mais je me concentre sur ce que je me suis promis cette journée. Si tant est que vous êtes responsable des 24 heures de votre journée, parce que tout le monde n'est pas responsable des 24 heures de sa journée. Tu peux être employé chez quelqu'un, donc lorsque tu décides de donner 8 heures de temps à quelqu'un, les 8 heures là, tu ne les comptabilises plus dans les heures que tu utilises à ton aise. Pour toi-même. Mais quand les gens disent, parce que je travaille pour quelqu'un, je n'ai pas le contrôle de mon agenda, des 24 heures de ma journée, je dis c'est faux. Si tu as pris un engagement avec quelqu'un qui te paye un salaire... Vous pouvez aller au boulot et que peut-être il y a des travaux... Mais je vais vous dire la vérité. Généralement, lorsque les gens justifient le fait qu'ils ne peuvent pas rendre leur vie merveilleuse parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leur temps, je dis c'est un faux problème. Lorsque votre salaire vous permet, de payer votre loyer ou de payer peut-être la dette qui a permis de construire votre maison, vous permet de payer votre voiture, de payer les factures de vos enfants, d'envoyer les enfants à l'école, de subvenir aux besoins de la famille, de la santé et tout. Lorsque votre salaire vous permet de faire tout ça et que votre employeur ne vous demande raisonnablement que 8 heures de temps, dans certaines mesures, 10 voire 12, mais où sont passés alors si vous investissez 12 pour votre patron, les 12 autres qui restent? Tout ce qui reste, il faut se reposer, se refaire la forme. Alors les gens, c'est là où vous comprenez que les gens qui réussissent à passer à côté de l'atteinte de leurs objectifs, ils ont des philosophies. Tu verras quelqu'un qui a tout le temps rêvé dans sa vie, lorsqu'il veut abandonner ses rêves, il dit, mais tiens, maintenant il faut que je m'offre 8 heures de sommeil. Parce qu'on m'a dit, quand tu as 8 heures de sommeil, tu te portes bien et tu pourras vivre longtemps. Oui. Mais j'ai dit aux gens, est-ce que vous préférez vivre longtemps sur terre, pauvre mais malheureux,
sans atteindre les 5 besoins, sans pouvoir répondre aux 5 besoins fondamentaux que votre vie vous demande, plutôt que de passer un temps pour faire des sacrifices. Quand je dis faire des sacrifices, sacrifier une bonne partie de votre sommeil pour travailler dur et réaliser votre vie, la rendre merveilleuse et pouvoir dire enfin, j'ai atteint l'objectif et que les neurones disent oui, nous pouvons nous offrir ce qu'on veut. Alors la discipline, c'est avoir la force de caractère de pousser aussi loin que possible la volonté que vous avez de rendre le monde merveilleux autour de vous. Donc on peut comprendre donc que c'est la discipline qui conduit en fait la volonté. Oui, lorsque vous avez envie de changer et que vous n'avez pas de discipline, vous pouvez tout faire. Parce que ce qui permet en fait d'avoir du résultat, c'est en nous. J'ai vu pendant longtemps, comme vous le connaissez avec moi, dans nos environnements, dans des entreprises, des gens qui viennent au boulot, qui laissent leur ordinateur et vous les voyez bavarder de bureau à bureau ou dans la cour de l'entreprise du matin jusqu'au soir. Et pourtant, ces gens disent qu'ils sont mécontents parce qu'on n'a pas augmenté leur salaire. Mais selon vous, qu'est-ce qui augmente le salaire dans une entreprise? C'est lorsqu'on a créé davantage de résultats. OK? C'est lorsqu'on a ajouté une valeur à la valeur qu'on avait avant de rentrer dans l'entreprise. Mais les gens évoluent au point de vue capacité à pouvoir changer le monde à décrescendo et voudraient que les choses marchent à crescendo. Ce n'est pas facile et c'est presque pas possible. Alors lorsque vous arrivez à un niveau où vous vous rendez compte que vous êtes dans un environnement où tout le monde vous doit tout, posez-vous la question, de quoi êtes-vous responsable? Les gens disciplinés se posent la question, est-ce que je subis ou je suis responsable? Et lorsque vous êtes discipliné, vous commencez à prendre la main, comme on l'avait dit la semaine dernière. Face aux situations, vous vous rendez compte qu'en réalité, les 100 milliards de neurones dont vous disposez, vous les mettez au travail. Et quand vous les mettez au travail, ça ne marche pas. Alors j'ai un langage parfois un peu dur, les gens disent, mais ce dont ils parlent, est-ce que c'est possible dans nos environnements? Dans nos environnements, oui, c'est possible. J'ai l'habitude de dire à des gens, lorsque vous vivez dans un environnement où il y a 100 personnes, s'il y en a 2 qui réussissent à s'en sortir, posez-vous la question, comment est-ce qu'eux ils font? Et non chercher à les mettre des bâtons dans les roues. À les mettre des bâtons dans les roues, au-delà, mais à justifier votre échec par l'environnement. L'environnement. C'est parce que lui, il a eu tel moyen qu'il a pu réussir. Oui, moi, je n'ai pas ces moyens-là. Oui, c'est des excuses. Je dis c'est des excuses. Quand tu vois quelqu'un rentrer à la maison, il n'a rien fait à la maison, quand son enfant, au boulot, quand son enfant lui pose la question, mais papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il dit, mais nous avons des excuses. Lorsque tu viens en retard, le patron, il est gentil, il te comprend. Lorsque tu n'as pas pu envoyer le rapport à l'heure, on a un nouveau patron maintenant, il est très gentil, il te comprend. Et lorsque nous n'avons pas pu atteindre les objectifs à la fin du mois, il est très compréhensible. Alors, par finir, nous avons des excuses. Et quand vous avez des excuses, je peux vous rassurer, c'est le vrai chemin pour abandonner alors la discipline et la volonté. Et tant que vous ne saisissez pas ces deux choses, vous avez beau eu, comme je l'ai dit la semaine dernière avec l'évangile de Saint Jean, des engagements fermes avec vous-même, des paroles fortes, mais elles resteront que des paroles. La discipline. J'ai vu un jeune homme, pour finir, qui travaillait dans une banque, qui m'a dit un jour, coach, moi, j'ai quitté la banque et plusieurs fois, je suis allé faire du wangashi. Wangashi, c'est des fromages faits localement. Oui. Alors, dans des bars. Et je te jure, je l'ai fait 1, 2, 3 fois. Je gagnais de l'argent qui m'a permis, pourquoi pas, d'arrondir les fins du mois. Mais un jour, mon épouse m'a mis assis et m'a posé la question. Mon cher époux, penses-tu que si tu m'avais dit que tu vendrais, après avoir déposé ton costume de la banque, des wangashi dans des bars, si j'accepterais me mettre avec toi? Et il m'a dit, c'est cette phrase qui l'a touché, qui l'a fait mesurer l'ampleur de ce que devenait son image et qu'il a abandonné. Et je dis, oui, c'est cela. Ta volonté était très bonne, sauf que tu n'as pas développé une force de caractère. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est beau, mais quand vous regardez l'environnement, parfois les gens ne savent pas à quel point vous avez pris des engagements avec vous-même. Et ce que vous pouvez gagner à travers ces engagements-là, et c'est ce qu'ils diront, qui vous amèneront maintenant à faire comme eux. La question c'est, est-ce qu'ils sont un modèle? Est-ce qu'ils ont eu les résultats? Malheureusement, non. Donc, vos mesures, vos éléments de mesure, c'est vous-même. Essayez d'être fou dans la société. Faites des choses que vous n'avez jamais fait. Faites des choses que personne n'a jamais fait d'ailleurs. Faites des choses que personne n'a jamais fait et vous comprendrez que vous êtes en train d'impacter d'abord votre vie et bientôt le monde autour de vous va changer. Et donc, on comprend tout simplement que dès que les gens évoquent des raisons, ils se trouvent des excuses pour n'avoir pas atteint donc, leur objectif. La question qu'on doit leur poser, est-ce que vous avez pu atteindre donc, les résultats? C'est non. Les autres qui s'efforcent, qui ont de la discipline, on voit tout simplement le résultat, on se dit donc, moi-même, c'est possible.
Absolument. Moi-même, c'est possible. C'est possible. Et le mot puissant, c'est lorsque votre volonté, alors, lorsque vous n'avez plus de volonté, vous devenez un esclave des démons, de la procrastination. Et le jour où votre vie devient alors une suite de démons et de procrastination, comprenez que vous avez commencé à mourir. Merci beaucoup, coach Marcel Effon. Il est l'heure d'aller au journal. Merci de nous avoir donné en tout cas ces clés-là. On comprend tout simplement qu'il faut donc de la discipline pour conduire la volonté et atteindre les objectifs de changement de vie personnelle tout simplement. L'heure du journal a sonné sur le grand rendez-vous. Ulvaïs nous attend dans la rédaction de BB24. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer sur BB24. Voici le sommaire. Vous le savez déjà, les épreuves écrites du certificat d'études primaires ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. À suivre le constat du démarrage au centre de composition de Kadiaou. Pour une alimentation saine et équilibrée, l'Organisation des Nations Unies demande aux États de mettre en place un arsenal pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Mais comment peut-on reconnaître les produits réglementés? La réponse dans un instant. Enfin, il est important que chaque individu, notamment dans les zones rurales, adopte de bons comportements afin de préserver l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Démarrage effectif hier de l'examen, ou plutôt des épreuves du certificat d'études primaires session de juin 2019 à l'école primaire publique de Kadiaou qui regroupe les centres Kadiaou 1 et Kadiaou 2. Les épreuves se sont déroulées sans incident majeur. Pour les candidats, c'était une journée sans anicroche. Reportage de Judith Tossa et de Louis Koudobo. Nous sommes ici au centre EPP de Kadiaou. Il est 12h30, c'est la fin de la première matinée de composition des épreuves écrites du certificat d'études primaires. J'ai composé l'épreuve d'expression écrite, l'épreuve de lecture et l'épreuve de ST. 3 matières composées et ces jeunes ont tous le visage radieux. Les épreuves pour eux sont abordables et le succès est garanti. J'ai bien travaillé. Je suis sûre d'avoir mon CEP. Je pense que j'ai bien travaillé. J'aurai mon CEP. Oui, j'aurai mon CEP. On aura notre CEP. Au niveau de l'organisation pratique, pas d'incident majeur. Les 211 candidats du centre, il y a eu 5 absents, dont 2 garçons et 3 filles. Donc il y a actuellement 206 candidats qui sont en train de composer régulièrement depuis le matin. Les premières épreuves ont démarré, c'est-à-dire la compréhension de l'écrit à 8h30 comme prévu. Donc l'organisation a été parfaite. Au plan national, 219 241 candidats composent dans 764 centres sur toute l'étendue du territoire national contre 221 752 en 2018. Soit une baisse de 1,13% par rapport à l'année dernière. Et si les candidats ont composé dans de bonnes conditions, il faut dire qu'il leur faut également une alimentation saine et équilibrée. À cet effet, pour conscientiser l'ensemble des parties prenantes à la sécurité des aliments consommés, l'Organisation des Nations Unies a décrété une journée pour sensibiliser les acteurs impliqués dans la chaîne de l'alimentation. Il revient donc à chaque État de mettre en place l'arsenal réglementaire nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Comment peut-on reconnaître les produits réglementés et contrôlés destinés à la consommation? Suivons Kizito Tchabisika, il est au micro de César Achadé et de Gloria Oni. Le nombre de maladies, disons, liées à la consommation des aliments commence pas à prendre une certaine allure, disons, ça a augmenté. Et aujourd'hui, maintenant, on peut vous dire que l'estimation faite par les organisations onusiennes fait état qu'il y a plus de 600 millions de personnes par an qui tombent malades du fait d'avoir consommé des aliments. Et sur ces 600 millions de personnes, il y a 482 000 qui meurent chaque année
pour avoir quand même consommé des aliments ou avoir été exposé à des contaminants biologiques, chimiques ou physiques. Alors, c'est ainsi que les organisations onusiennes ont décidé quand même de décréter une journée internationale à la sécurité des aliments afin de pouvoir sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à la sécurité sanitaire des aliments. Et qui sont ces parties prenantes? Ce sont les producteurs, ce sont les transformateurs, ce sont les industriels, ce sont l'association des consommateurs, fait partie également des distributeurs, des détaillants, ceux qui font l'emballage. Tous ceux-là sont des parties parce qu'ils manipulent des aliments. Il n'y a pas de recensement exhaustif au monde d'aliments, de trucs qu'on produit sur un territoire pour être contrôlé. Il y a toujours un filtrage qu'on fait. Alors ce filtrage, on tient compte, on prend une portion des aliments qui sont produits et ça qu'on contrôle. Alors cette portion, comment la définir? On tient compte des informations au niveau international, des informations au niveau national, des recherches qui sont effectuées sur les aliments, qui ont démontré que de plus en plus, tel type de catégorie est souvent contaminé par type de contaminant donné. Alors, les informations venant des consommateurs, lorsqu'on réunit tout ça dans un package, l'autorité sanitaire, par exemple, peut décider de dire l'année qui va suivre ou l'année en cours, je vais faire de la surveillance sur telle catégorie d'aliments et que je dois contrôler tel type de contaminant biologique, chimique ou physique donné sur l'aliment. On parle à présent environnement avec la problématique des changements climatiques. Tout le monde en parle et cherche des solutions efficaces pour freiner l'allure que prend le réchauffement climatique. Mieux, le comportement de chaque individu compte dans la préservation de l'environnement. Mais alors, comment les populations rurales pourront-elles comprendre et intégrer les bons comportements devant préserver l'environnement? Bio Oru Niki donne des pistes de solutions à travers sa thèse de soutenance. Suivons le reportage de Simon Vignon et de Gloria Oni. Les pratiques agricoles et pastorales sont en partie responsables de la destruction du sol. Sensibiliser les populations en amont favoriserait la technique d'adaptation anticipative. Car en réalité, les populations rurales, pour une large part, ignorent que leur comportement peut être à l'origine du changement climatique. La recherche scientifique fait beaucoup d'efforts. Il y a des études, des thèses et autres. Mais qu'est-ce que l'information climatique, l'information par les radios de proximité, la radio communautaire peut apporter aux producteurs pour les enlever leur perception qu'ils ont? C'est des dieux qui se sont fâchés, c'est parce que c'est tel totem qu'on a fait qu'il ne pleut pas. Alors que c'est les actions anthropiques que nous menons, la dégradation des écosystèmes qui amène cette variabilité du climat au niveau local. Dans ses recherches, Bio Oru Niki s'est rendu compte que le manque d'information des populations est l'une des causes de cette situation. Il suggère alors une stratégie pour la sensibilisation des populations à travers les radios communautaires. L'importance de la problématique du changement climatique aujourd'hui, qui domine les autres problèmes d'environnement dans le monde entier. Je crois que la communication pour le changement de comportement devient en quelque sorte l'échine dorsale de la gouvernance du changement climatique. Et la communication peut se faire que par un spécialiste de la chose pour que les concepts soient expliqués dans la forme et le fond, pour que les populations puissent saisir les enjeux. On peut par conséquent éviter le péril écologique en adoptant des stratégies efficaces de lutte contre les changements climatiques. Sensibiliser nos populations à adopter des comportements pour une agriculture durable, un élevage durable, ça va de leur suivi et ça va également des ressources que ces populations tirent des écosystèmes. Selon les études effectuées par Bio Oru Niki, dans sa thèse de doctorat, 77% de la population rurale souffre d'un déficit d'information sur les enjeux du changement climatique. D'où la nécessité de la mise en place d'une véritable politique d'information et de sensibilisation en direction du monde rural. En bref, les importations du Sénégal au cours du mois d'avril 2019 ont connu une légère hausse de 3,9% comparée au mois précédent, rapporte une note de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ces importations sont évaluées à 322,20 milliards de francs CFA contre 310,10 milliards de francs CFA au mois de mars 2019, soit un relèvement de 12,10 milliards de francs CFA. Cette hausse est imputée
inéluctable à la hausse de l'exportation du maïs et du riz, explique l'agence. La production industrielle au mois d'avril 2019 a progressé dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 3,5%. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la production industrielle s'est bonifiée de 1,5 point de pourcentage par rapport à son niveau de mars 2019 où elle devait enregistrer une hausse de 2%. Quant à l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail, il a également progressé de 5% après 4,9% en mars 2019. La même tendance est notée concernant l'indice du chiffre d'affaires dans les services marchands qui est ressorti en hausse de 6,1% en avril 2019 contre 6% en mars 2019. Au Cameroun, à présent, les erreurs médicales sont légion et causent beaucoup de conséquences. Les recours concernant ces erreurs médicales peuvent viser deux types d'objectifs. Le recours pour indemnisation du préjudice et le recours pour obtenir la modification des pratiques et ou la sanction du professionnel ou de l'établissement en cause. Plus de détails. Un mauvais diagnostic, une prescription médicale douteuse, un glucose de trop injecté à un patient diabétique, des situations incommodes que certains d'entre nous ne connaissent que trop bien. J'avais un problème de règles douloureuses. Je suis allée me faire injecter et j'ai eu la main qui a gonflé. Je me suis sentie mal, j'ai commencé à transpirer à grosses gouttes. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais je ne savais pas exactement. Je ne pouvais pas mettre de nom dessus. Face à une multitude de gestes qui ne rassurent pas et qui parfois entraînent la mort du patient, comme au cours d'une intervention chirurgicale, le plus difficile ici reste l'épreuve. Prouver devant la loi que c'est une erreur médicale et comment c'est arrivé. Pour prouver la négligence ou bien l'imprudence ou bien la non-observation du règlement d'un médecin, c'est difficile. Parce qu'il faut un rapport d'un expert. Et tous les experts dans ce cas sont aussi des médecins. Tu commences d'abord à demander l'autopsie, tu demandes l'expertise d'un médecin. Et s'il faille épingler des médecins qui font une brèche à leur réputation, l'Ordre national des médecins ne fait pas de compromis. C'est assez grave. Il faut le dénoncer chez le président de l'Ordre national des médecins en déposant une plainte. Seulement, il faut un préalable à cette action engagée. L'Ordre national des médecins ouvre une enquête en interpellant tous les acteurs impliqués. Lorsqu'il s'agit d'une intervention chirurgicale, le chirurgien, l'anesthésiste et les infirmiers sont entendus sur procès verbal. Et normalement, lorsque les responsabilités sont établies, les peines sont attribuées. Notre code pénal prévoit dans son article 228 et même 289 que tous ceux qui, par les actes, causent la mort, celui-ci peuvent être poursuivis dans nos tribunaux pénals. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 1 an de suspension dans un premier temps. C'est-à-dire que si le médecin exerce en clientèle privée et ne reçoit plus aucun patient, et s'il exerce dans un hôpital public, interdiction formelle d'ausculter. Il faut ajouter qu'en fonction de la gravité des faits, les médecins indexés courent le risque d'une interdiction complète d'exercer, même si ces différentes punitions ne répareront pas les préjudices subis par certains patients, encore moins ressusciter d'autres. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Assiyom Gaba. Merci beaucoup à vous, Ulvaeus Balogun. C'est également presque la fin de ce numéro du Grand Rendez-vous. Allez, Ulvaeus, une très bonne soirée à vous. Merci à vous de même, Assiyom. Allez, on se retrouve donc certainement. Demain, vous serez là au journal? Demain, pas évident. Demain, vous serez en compagnie de Nadège. Nadège Sani, ah oui, que j'aime aussi, bien sûr, à la présentation des téléspectateurs également. Allez, portez-vous bien, Ulvaeus. Bonne soirée. Merci à vous. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs, mais pas pour longtemps, hein, juste le temps de suivre la météo.
Allez, merci beaucoup à Boricon de nous avoir suivis ce soir. Oui, on passe bien sûr à nos téléspectateurs de cette région à travers la carte postale. Nous pensons également à tous nos téléspectateurs et surtout les fidèles du grand rendez-vous qui nous suivent également sur YouTube, le compte de l'ORTB. Vous pouvez cliquer le grand rendez-vous de cette date pour suivre bien sûr votre émission désormais. C'est comme ça depuis un bon moment. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. C'était un plaisir d'avoir passé en tout cas ces moments avec vous. On avait prévu parler bien sûr de la maladie de la dengue, ce qui n'a pas été possible à cause de l'absence bien sûr de l'invité, le Dr Achille Metaou, qui n'a pas pu honorer de sa présence à cette édition. Mais nous vous promettons déjà demain de le ramener sur ce plateau pour parler bien sûr de cette maladie qui met le Bénin en alerte tout simplement. En tout cas, protégez-vous, prenez vraiment soin de vous et restez toujours nôtres puisqu'ensemble nous allons pouvoir développer le Bénin. Bonne soirée sur BB24. Ciao.